être entrepreneur, c'est enchaîner des échecs au quotidien. Là, depuis ce matin, j'ai au moins 3-4 problèmes qui sont tombés. Il a fallu les résoudre et c'est pas grave, tu vois. Mais si à chaque fois que j'ai un problème, je me mets à pleurer, je m'en sors pas, quoi. Et donc ensuite, après, tu fais des études de droit. Peut-être tu veux me parler de cette expérience. Ouais, je pense, peut-être la pire expérience de ma vie avec la rue. Le droit où pendant 5 ans, j'ai pu observer des adolescents ou des étudiants apprendre par cœur des centaines de pages en oubliant tout esprit critique et en les recrachant lors des examens, mais vraiment par cœur. C'est-à-dire qu'on ne te demandait pas du tout de changer les paragraphes. Tu devais mettre le titre, la définition, et c'était atroce. Donc même là, j'ai réussi à le faire en mode entrepreneur. Je payais des chargés de TD pour faire la dissertation à ma place. Je faisais des trucs incroyables. Là, et j'allais pas en cours, en fait. Je faisais du business et j'avais des gens qui allaient en cours. Et vu que c'était récité par cœur, le soir, j'avais le même cours. Les études t'ont pas plu et donc non, c'était horrible. Je trouve que le système de l'éducation nationale est atroce, qui ne tient pas compte du tout des plaisirs de l'enfant. On fait tous des matières qui nous ont jamais servi. Enfin, qui a refait de la flûte à bec depuis le collège, qui a révisé, je sais pas, entre Saturne et Pluton, qui est le plus proche de la Terre, à part si t'es passionné de l'espace. Ça te donne un petit bagage, une petite culture générale. Ouais, mais on l'a tous oublié. Je suis sûr que dans la salle, là, on fait le test. Qui c'est Pluton, Saturne le plus proche? Il y a peut-être 2 personnes qui le savent, quoi. Donc se concentrer plutôt sur les passions du jeune et se servir de ses passions pour aller lui enseigner le reste du bagage culturel. Et donc c'est à cette époque que tu te lances dans l'immobilier, donc ta première, enfin c'est pas ta première, une des aventures entrepreneuriales. Et donc tu fréquentes le gratin bordelais et donc tu utilises la capacité d'endettement de tes amis pour faire de l'immobilier, c'est ça? Ouais, c'est ça, être capable de faire le caméléon, donc de s'adapter à toutes les classes sociales. Moi j'ai toujours eu cette chance de parler avec les plus pauvres, vraiment les personnes dans les situations difficiles, dans l'illégalité même parfois, comme parler avec les plus riches, les aristocrates, les héritiers qui n'ont jamais rien foutu de leurs 10 doigts, mais j'arrive à leur renvoyer le message qu'ils attendent. Et ils aiment bien s'encanailler, ils aiment bien parler avec les gens différents. Donc j'utilise ce qu'on appelle des club deals, donc je fais des groupes de personnes avec des pauvres comme moi qui vont travailler dur le soir et la nuit sans poser de questions, et des riches qui eux ne veulent pas travailler mais ont une capacité d'endettement qui est énorme. Donc on fait des SCI, on se met dans la même SCI, et il y en a qui vont avoir un levier bancaire et qui vont nous apporter de l'argent et de la dette, d'autres qui vont travailler très dur, d'autres qui vont nous apporter les bons plans, et on se répartit comme ça le capital entre nous. Et du coup, là ça a bien fonctionné? Ouais, ça fonctionnait. Alors on a fait des mauvais coups, hein. Plusieurs fois j'ai gagné, d'autres fois j'ai perdu, mais en tout cas j'ai appris à chaque fois. Et je pense que c'est le plus important quand on a entre 18 et 30 ans, c'est d'échouer au maximum de manière à emmagasiner de l'expérience et après de plus refaire les mêmes erreurs. Alors j'ai entendu dire que tu as été 3 fois millionnaire et que tu as ensuite 3 fois tout reperdu. Donc d'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, est-ce que tu es redevenu millionnaire après quand même? 2 fois, j'étais 2 fois millionnaire, j'ai reperdu, et la 3e fois, là, c'est la bonne, quoi. Donc là, j'ai tout sécurisé, j'ai tout mis au carré. Et comment tu avais perdu? C'est des mauvais investissements? Ouais, mauvais coup, mauvais investissement, l'appât du gain. Souvent, l'appât du gain, c'est terrible, tu veux gagner trop vite. C'est lié souvent à l'ambition. Donc il faut réussir à être ambitieux, mais pas aller dans la précipitation. Mais du coup, ça m'a quand même bien servi de leçon parce que les 2 fois, ça m'a bien calmé. Mais j'ai toujours eu cette chance de prendre avec le sourire. Et donc, plutôt que de tomber, tu vois, dans la complainte, je me marrais. Et je me souviens d'une fois, j'étais sur mon lit, enfin à moitié en dépression, mais je rigolais. Je me dis là, t'as vraiment été mauvais, il faudra que tu t'en souviennes. Et le lendemain matin, pour le coup, je repartais avec quasiment une innocence, tu vois, et une envie de réussir, qui faisait que j'étais un éternel insatisfait, mais aussi un éternel optimiste. C'est-à-dire que je n'étais jamais triste. C'est important l'optimisme quand on est entrepreneur? C'est la clé. Selon moi, si t'es pas optimiste, tu peux pas réussir parce que être entrepreneur, c'est enchaîner des échecs au quotidien. Là, depuis ce matin, j'ai au moins 3-4 problèmes qui sont tombés. Il a fallu les résoudre et c'est pas grave, tu vois. Mais si à chaque fois que j'ai un problème, je me mets à pleurer, je m'en sors pas, quoi. Et puis un jour, tu es en Suisse, je crois, tu manges mal, tu cherches un truc pour te nourrir sainement et rapidement. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Feed. C'est ça, ma copine de l'époque vit en Suisse, parce que je vais me taper un contrôle fiscal sinon, donc je le précise. Mais ma copine de l'époque vit en Suisse et c'est vrai que je m'ennuie. Et le midi là-bas, tu fais pas tes courses parce que tout est très cher. C'est-à-dire que c'était à Genève, c'est un truc de ouf. Et du coup, je mange des pâtes, machin, je saute les repas et je sens que je suis pas en forme et je voyage beaucoup entre temps. Et du coup, je fais des allers-retours aussi avec la Suisse pour aller la voir. Et je réalise qu'il me faut une solution qui soit complète, pas chère, pratique, et c'est là que j'ai l'idée de faire un tableau nutritionnel, donc un Excel, qui va répertorier l'ensemble des besoins d'un humain classique sur les bases de l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation. Et en fait, je réalise qu'un humain, ça a besoin de macronutriments et de micronutriments. Donc les macros, c'est protéines, lipides, glucides, fibres, et les micros, c'est vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et quand tu joues avec les ingrédients,
flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin. Tu arrives à remplir différentes cases et je rajoute des vitamines que j'achète à la pharmacie. Je réalise qu'en fait, j'ai tous mes besoins. Je mélange tout ça dans de la poudre, je mets de l'eau, je secoue et ça me fait un shaker, un repas complet. C'est ultra céréalier au début, c'est brut, on va dire, de décoffrage, mais j'ai pas faim. Donc je sais que j'ai fait le plus dur, que la satiété, j'y réponds, et après j'optimise les recettes. Alors là, sur une barre comme celle-ci, par exemple, c'est combien de calories? Alors ça, c'est une barre protéine, donc ça n'a pas vocation à être un repas complet, mais tu vas avoir 100 calories à peu près sur une barre de prot, et tu as surtout entre 15 et 20 grammes de décharge protéinique